tête aux pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. Bonjour et bienvenue dans La Tête aux Pieds. Dans ce nouvel épisode, je reçois Ben Mursi, animateur du podcast La Voix d'un Yogi. Il est également en formation à l'École française de yoga. Je l'ai invité pour parler de son approche, qui est beaucoup plus axée sur la tradition, beaucoup plus classique que la mienne. Je pense que ça peut être enrichissant parce que avoir une approche différente de la pratique permet de mieux la comprendre. Bonne écoute. Salut Ben. Salut Adrien. Merci de venir dans La Tête aux Pieds. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, je te remercie de m'accueillir sur ton podcast. C'est un grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, je suis Benjamin, j'anime le podcast La Voix d'un Yogi qui est dédié évidemment au yoga, plus particulièrement sur la philosophie et l'histoire du yoga. Donc voilà, mais à côté de ça, je suis rédacteur web et enseignant de français. D'accord. Et est-ce que tu es enseignant de yoga aussi ? Je suis en formation pour devenir enseignant de yoga. Je suis à l'École française de yoga de Lille. Et donc c'est une formation sur 4 ans. Et là, à l'heure où on discute, je suis en 3e année. Bravo, oui, donc c'est imminent, quoi. Oui, c'est imminent. Là, cette année, ça va être l'année des tests où on va devoir présenter des séquences et on aura une attestation qui te dit que tu peux donner des cours de yoga avec l'approbation de l'École française de yoga. Ok. Et ton podcast, alors, il y a combien de saisons, combien d'épisodes ? Alors, le podcast a actuellement 2 saisons. La première saison compte, alors de mémoire, c'est 24 épisodes. 25 épisodes plus 2 hors-série. Et la deuxième saison, nous sommes actuellement sur le 3e épisode qui est en 2 parties. Donc la deuxième partie sera publiée au mois de janvier. D'accord. Écoute, bravo pour tout ça. Merci. Je voulais savoir si je te dis la tête aux pieds, qu'est-ce que ça t'évoque ? La tête aux pieds, ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque, déjà, ça parle du corps, de ce qui, pour moi, ça évoque aussi l'intellect et l'ancrage. Tu vois, de la tête aux pieds, on est dans une société qui est hyper, je vais pas dire hyper intellectualisée, mais on est vraiment plus dans notre tête avec toute cette hypercommunication, les écrans, les réseaux. Et on n'est pas vraiment nous ne sommes pas vraiment dans nos pieds en fait. On est plus, la tête dans les étoiles, mais pas vraiment ancré dans le sol. Donc la tête aux pieds pour moi, c'est vraiment refaire le lien entre ces deux extrémités, entre les deux pôles du corps. Ok. Et comment on pourrait faire ça à ton avis alors ? Le yoga déjà. Il y a voilà, déjà personnellement le yoga ça m'a quand même beaucoup aidé pour retrouver cette notion comme on dit, on en parle souvent, c'est cette notion d'ancrage, c'est retrouver un petit peu redescendre dans son corps et être un peu plus dans la réalité, dans le concret. Après, ça peut être aussi d'autres pratiques. Il n'y a pas que le yoga. Tu vois, toi comme moi, on est issus du domaine des arts martiaux. Ça aide beaucoup aussi. Et il y a plein d'autres disciplines sportives aussi qui peuvent. Mais voilà, c'est surtout l'activité. Je pense que c'est surtout l'activité physique qui permet justement de nous ramener un peu à cette réalité, au concret. Et toi, alors, comment tu définirais le yoga, par exemple ? Oh là là, ça c'est une bonne question. Le yoga, c'est quelque chose qui va renouer un dialogue déjà entre le corps et l'esprit.
Petit à petit, c'est une discipline qui va permettre de descendre en soi vers une certaine intériorité pour trouver ce souffle et aussi de se reconnecter à l'autre et au monde qui nous entoure. C'est vraiment quelque chose, c'est comme une sorte de va-et-vient, tu vois. On commence avec une pratique, on travaille le corps, on assouplit son esprit, on change aussi notre rapport aux autres petit à petit, et en parallèle, on travaille aussi cette intériorité dans la pratique. Ok. De quelle façon on peut changer notre rapport aux autres, par exemple, grâce au yoga? Déjà, si on s'intéresse à la philosophie du yoga, on aura forcément entendu parler des fameux yama et niyama de Patanjali, qui sont des règles éthiques de rapport qui sont des règles éthiques envers les autres et envers soi-même. Mais c'est aussi par rapport à la pratique et soi-même. Quand on fait une pratique de yoga, on n'est pas forcément en recherche de performance, on laisse quelque chose derrière soi et il y a forcément quelque chose qui va changer en nous et ça va forcément s'appliquer à notre perception de la réalité et aussi le regard qu'on pose sur l'autre. Et, voilà, déjà en pratiquant le yoga, on apprend à se respecter soi-même. Et forcément, si on apprend à se respecter soi-même, on apprend aussi à respecter l'autre, je pense. Très bien, merveilleux. Mais donc justement, tu as évoqué les yamas et les niyamas de Patanjali. Donc ça, c'est des choses dont j'ai pas parlé moi en fait. C'est l'aspect classique du yoga, et c'est pour ça que j'avais très envie de discuter avec toi dans le podcast, parce que je trouve qu'on a choisi des angles assez différents, mais très complémentaires. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce podcast, La Voix du Yogi? Ah oui, aussi, parce que, sauf erreur de ma part, je crois qu'on doit être les deux seuls hommes dans la francophonie à faire des podcasts sur le yoga. S'il y en a d'autres, bienvenue et pardon pour cette affirmation un peu fallacieuse. On est trois. Je crois nous sommes trois. Alors, il s'appelle, alors j'ai oublié son nom de famille, mais son prénom c'est Vincent et son podcast s'appelle Kazayana. Et oui, c'est vrai, pardon. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc voilà, il fait des interviews de personnalités du monde du yoga comme Colette Poggi, Alexandre Astier. Il a interviewé aussi Zineb et Jeanne du blog Chitta Vritti. Donc voilà, il est récent, hein. C'est vraiment un podcast, pardon. Il est récent, hein. Je pense il a commencé en septembre, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, nous sommes trois hommes dans la sphère du podcast, on va dire francophone, à ma connaissance. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Ok, bah alors pardon Vincent d'avoir affirmé qu'on n'était que deux, et donc je le contacterai bien vite pour discuter avec lui. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir à faire un podcast, et surtout avec cet angle-là, avec ce parti pris-là? Au départ, ça devait pas être un podcast. Au départ, ça devait être un blog dans lequel je racontais mon évolution, on va dire, au sein de ma formation à l'École française du yoga. Parce que c'est une formation en 4 ans, et qu'en 4 ans, il se passe beaucoup de choses. Comme on a pu le voir, il y a une grosse crise sanitaire qui nous est tombée dessus, pour moi, au cours de cette formation. Donc, ça a changé pas mal de choses. Et petit à petit, j'en parlais avec des amis, et on me disait souvent, ouais, mais tu sais, les blogs, il y a plus beaucoup de personnes qui le lisent. T'es sûr de vouloir faire ça? Enfin, voilà, ça m'a quand même interrogé. Puis à cette époque-là, je commençais déjà à écouter des podcasts, et puis je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast? Mais du coup, fallait revoir un petit peu la ligne éditoriale, dans le sens où j'allais pas faire un podcast où je raconte ma vie. Je préfère le faire à l'écrit. Et du coup, en parallèle, comme je suis en formation, je me suis dit pourquoi pas allier les deux, c'est-à-dire travailler sur l'histoire et la philosophie du yoga. Ça va du coup m'alimenter, et ça permettra aussi d'apporter
aux personnes qui cherchent, enfin voilà, tout cet aspect que on va dire qu'on n'a vraiment pas le temps d'aborder en fait dans un cours de yoga. Enfin, on va dire sur un cours d'1 heure et demie, on va surtout travailler la pratique posturale, mais on n'est pas là pour parler philosophie et histoire du yoga, sauf si les élèves le demandent. Mais c'est vraiment voilà, c'était un souhait de ma part, c'était apporter ce petit truc qu'on n'a pas le temps d'apporter en cours de yoga. Parler de la symbolique des postures, par exemple, leurs origines, des yamas, des niyamas, et toute cette philosophie. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai lancé le podcast. Ok, et t'as eu des retours positifs? Les gens t'ont dit que ça complétait leur pratique? Oui, oui, j'ai beaucoup de retours positifs. Beaucoup de personnes donc voilà, écoutent les épisodes qui les intéressent, hein. Par exemple, j'ai eu pas mal de retours sur les 2 épisodes sur le pranayama. Beaucoup de personnes m'ont remercié d'avoir fait ces épisodes. Certaines ont beaucoup aimé les épisodes sur les postures. D'autres ont apprécié les 8 épisodes que j'ai fait sur les 8 membres du yoga. Donc voilà, c'est vraiment variable. On me remercie soit pour la globalité du podcast ou sur des épisodes en particulier que les auditeurs ont trouvé vraiment intéressants, quoi. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le pranayama? Puisque moi, j'ai pris le parti pris inverse j'ai choisi le parti pris inverse de pas parler de termes sanscrits, Mhm. que ce soit dans le podcast ou même dans le livre que j'ai écrit. Et Ouais. donc, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le pranayama, s'il te plaît? Alors le pranayama, si on le traduit en français, on va appeler ça le contrôle du souffle. Et ça va se manifester, donc dans un cours de yoga, ça va se manifester par des exercices de respiration en posture assise, mais ça peut être aussi pendant une posture. Mais bon, là, je pense qu'il faut quand même un peu de bouteille pour pouvoir allier les deux. Mais voilà, généralement, si on suit la tradition du Hatha Yoga, on va d'abord pratiquer les postures et à la fin, enfin, les postures sont là pour se préparer à l'assise et une fois que nous sommes en assise, on va faire ces exercices de contrôle de souffle, donc ces exercices respiratoires pour s'intérioriser davantage. Donc, il y a une distinction assez nette au départ entre le travail postural et ensuite un travail de respiratoire spécifique, quoi. Tu penses que c'est plus facile de séparer les deux au départ? Je pense qu'au départ, c'est plus facile de séparer les deux parce que, on va dire, pour une personne qui débute le yoga, euh, c'est euh, c'est plus intéressant de la faire vivre la posture et de pas s'attarder sur la respiration. C'est une fois que le corps s'habitue avec la prise de posture et avec la posture en elle-même qu'on peut aller plus loin, je pense, dans la subtilité. Tu vois, une fois que la personne est bien établie dans sa posture. Après, ça dépend des écoles de yoga, parce qu'il y a des yogas dynamiques et il y a des yogas un peu plus statiques. Mais voilà, une fois que la personne s'établit vraiment dans la posture, là, elle peut commencer justement à jouer avec son souffle et après aller dans certaines subtilités, certains plans plus subtils. Mais par exemple, si j'ai une personne débutante en face de moi, je lui dirais pas de faire la posture et de faire tel exercice respiratoire en même temps. Ça fait beaucoup trop d'informations et euh, et bah du coup la personne ne vit rien finalement. Donc et puis j'aime bien ce proverbe qui dit avant de courir, il faut apprendre à marcher. Donc Non, mais dans un premier temps, en fait, moi, j'invite déjà les élèves à... Alors, on n'est pas dans des pratiques aussi complexes que ce qu'on peut trouver dans le pranayama, mais soit d'inspirer à certains moments, soit d'expirer à certains moments. mhm, Et même ça, je leur dis, en fait, même si ça vous convient pas, l'important, c'est au moins d'avoir conscience de ce qui se passe dans la respiration. À quel moment vous inspirez, à quel moment ouais. vous expirez. Et c'est déjà bien suffisant et en fait, effectivement, pour nous qui sommes effectivement souvent loin du corps et loin du souffle, avoir conscience qu'il y a au moins déjà un truc qui circule, même si on n'a pas encore prise dessus et on le manipule pas, c'est déjà un grand pas. Enfin, en tout Mhm, cas, je sais que moi, dans ma pratique, à l'époque, c'était plutôt du Qigong ou du Tai Chi, mais de me rendre compte à quel moment je faisais quoi,
sans manipuler, c'était déjà assez fondamental, quoi. Et j'ai l'impression que pour la plupart des gens avec lesquels je travaille, c'est le cas aussi. Oui, et puis de toute façon, on n'entre pas, euh, je l'ai pas précisé, mais on n'entre pas de toute façon, on n'entre pas dans une posture à n'importe quel moment. Selon les pédagogies de yoga, soit tu vas, on va dire, prendre une grande inspiration et puis entrer dans la posture sur une expiration, ou alors l'inverse, tu vois. Tu vas entrer dans la posture sur une inspiration parce qu'on aura les effets seront différents. Et après, on fait, euh, on fait vivre la posture, mais de toute façon, le souffle est toujours important, quoi qu'il arrive. Pour entrer, c'est déjà, enfin voilà, c'est comme tu disais, c'est cette prise de conscience de la respiration qui est primordiale. Et après, on peut jouer avec, tu vois, où on peut égaliser, où on peut faire des rétentions de souffle, des suspensions de souffle, par exemple. Mais au tout début, oui, c'est d'abord prendre conscience de la respiration et y aller pas à pas, tu vois. On entre sur une expiration ou une inspiration, on fait tel mouvement, et puis un autre mouvement sur une autre inspiration ou une autre expiration, et ainsi de suite. Ok, tu parlais toi des styles plutôt dynamiques ou plutôt statiques. Est-ce que tu étudies, est-ce que tu enseignes? C'est quel style? C'est plutôt du statique, parce que j'ai toujours appris, en fait, j'ai toujours appris comme ça. Même avec mon prof d'aïkido, on faisait beaucoup d'échauffement, on faisait des asanas, des postures de yoga en statique pendant longtemps. Euh, et les écoles, en fait, que j'ai suivies, on va dire, qui ont croisé ma route, c'était ce genre de yoga. J'ai essayé après des yogas plus dynamiques, mais j'y ai pas trouvé. Ça ne me correspond pas. Voilà. Je vais pas dire c'est nul ou c'est pas bien. Enfin voilà, ça ne me correspond pas. Je sais que ça correspond à d'autres personnes. Donc voilà. Mais en même temps, de toute façon, sur les yogas que j'apprends, enfin voilà, il y a des enchaînements. Par exemple, la salutation au soleil. Euh, Ça reste un enchaînement. Ça reste un enchaînement. Mais après, pour faire les pratiques, pour les postures, on entre dans une posture et on y reste. Le temps de plusieurs respirations. Ouais, voilà, parce que statique, encore une fois, pour que tout le monde comprenne bien, moi je connais des styles en yin yoga par exemple, où on reste 5 minutes dans chaque posture, mais là c'est pas ça dont tu parles. Quand c'est statique, c'est combien de temps? Enfin, me semble-t-il. Bah, ça peut être 5 minutes, en fait. D'accord. En guerrier ou Ça en... peut être, ouais, voilà. Bah, là, si tu veux, quand je ressors d'un week-end de formation, bah, dans certaines postures, on peut y rester. Ça dépend lesquelles, hein. Il y a des postures qui sont vraiment, on va dire, bah, par exemple, un guerrier où si tu fais une fente, on y reste 1 ou 2 minutes parce qu'après 5 minutes, faut vraiment avoir, enfin, il faut les tenir, quoi. Mais on va dire des postures un peu plus intériorisantes. Je pense notamment à toutes les postures où on va se pencher en avant. Euh, on y reste plus longtemps, par exemple. On y reste entre 5 et 10 minutes parce que ce sont des postures qui amènent à une intériorité. Mais après, enfin voilà, et ça dépend aussi des corps, mais tu vois, il y a des postures d'extension, par exemple le cobra, le sphinx, des choses comme ça. On peut y rester 3-4 minutes, quoi. Tout dépend des capacités de la personne, tu vois. Mais voilà, on y reste un certain temps quand même, quoi. Il faut que cette recherche d'intériorité, qui me semble très intéressante, elle soit aussi corrélée avec des capacités physiques pour préserver l'intégrité. Enfin, je pense par exemple si donc on reste en cobra ou en chien téton en extension quoi, pendant plusieurs minutes, il faut aussi pouvoir soutenir la colonne avec les abdominaux ou le périnée. Donc ça va avec la progression physique du pratiquant quoi. Voilà, ça se fait. De toute façon, il y a toujours une idée de progression. Je pense qu'au tout début, quand on découvre le yoga, on n'est pas tout de suite intériorisé. Et même l'exercice d'intériorisation, quand on le pratique pendant plusieurs années, n'est pas toujours là. Si, je sais pas, t'es un peu stressé, enfin, tu seras pas forcément. Il y a des jours où on n'est pas forcément présent dans sa pratique, et ce, même après 10 ans de pratique, tu vois. C'est Donc forcément au début enfin voilà, on fait la posture et enfin déjà faire la posture sans volontarisme, sans se faire mal et voir ce qui se passe, c'est déjà énorme, tu vois, quand on débute le yoga. Ouais, c'est beaucoup déjà en fait, hein.
Bah c'est ça quoi. Donc c'est surtout voilà, c'est comment dire à la personne de bien se placer, de ne pas dépasser ses limites, parce que c'est ça aussi avec tout ce qu'on voit euh, dans les magazines, les réseaux, toujours les belles postures. On n'a pas tous la même souplesse, on n'est pas tous égales face à la souplesse. Et bah voilà, c'est déjà aussi voir jusqu'où la personne peut aller. Et puis et après voilà, c'est qu'elle se pose et qu'elle sente ce qui se passe. Et puis après, si elle arrive à s'intérioriser, tant mieux. Si elle y arrive pas, tant pis. Et on continue. De toute façon, le yoga, c'est une question de répétition aussi. Hein. Ça vient pas en une séance, quoi. Sinon, on serait tous des maîtres Jedi, quoi. C'est ça. Mais Donc, moi, j'aime à croire qu'on a chacun en nous un potentiel de maître Jedi, mais ça se cultive, quoi. Ça se développe. Oui, on l'a tous, hein, mais comme tu dis, ça se développe. C'est le chemin d'une vie, quoi. Et du coup, voilà, t'as un peu parlé de ça, de ce décalage parfois entre les injonctions du monde du yoga moderne et une pratique plus classique. Et toi, comment tu penses que ça peut s'intégrer? Parce que encore une fois, hein, on n'a pas les mêmes parcours et tu as vraiment choisi un truc très traditionnel. Et comment tu, tu intègres ça, même ce que tu évoques dans tes podcasts en fait, où tu essaies de te rapprocher le plus possible de l'enseignement du yoga traditionnel, et comment tu arrives à transférer ça dans la vie quotidienne, dans le monde moderne en 2021, 2022 bientôt. Euh, Si tu veux, je fais toujours dans le podcast, quand je parle par exemple de la philosophie, j'ai toujours une partie où j'essaie de transposer ça sur notre époque. Parce que on n'est pas au XVe siècle, au XVe siècle ou même au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le monde a évolué, le yoga a évolué, et euh, et voilà, on peut pas, comment dire. Par exemple, je vais prendre toujours les Yoga Sutras parce que c'est toujours le texte un petit peu central dans le monde du yoga. Mais à l'époque, c'était un texte qui était surtout destiné aux personnes qui étaient renonçantes. Et on n'est pas des renonçants. Donc, quand tu as des vœux comme la chasteté qui te tombe dessus, c'est comment transposer ça en fait, tu vois. Ça veut pas dire oui, je vais faire du yoga, je vais être chaste, et puis je vais faire ci, même la non-violence. Enfin, il y a plein de choses qui on va dire, qui amènent à une réflexion. Ça veut pas dire qu'il faut suivre absolument. Euh, on peut pas de toute façon. Ça veut dire à ce moment-là, si on veut vraiment suivre tout ce qui est dit, ça veut dire qu'il faut quitter la société et être un renonçant, comme en Inde en fait. C'est ça, oui. Et Est-ce que tu les pourrais renonçants expliquer en un petit peu Inde, plus ce que c'est être renonçant? être un renonçant, ça veut dire c'est quitter la société, euh, quitter la société, se vivre reclus, on va dire. Je vais être un petit peu dans les clichés, mais en même temps c'est vrai, vivre reclus dans une grotte. Faire son yoga, sa méditation, faire ses prières, lire les textes, et pour se nourrir, on fait la manche. On va faire l'aumône avec c'est ce que font les renonçants en Inde. Ils se baladent en ville avec un petit pot, et les gens leur donnent de l'argent ou de la nourriture. Après, en Inde, ça fonctionne très bien parce que c'est quelque chose, on va dire, c'est un statut qui est inscrit depuis des millénaires, tu vois. Donc quand on voit un renonçant se balader dans la rue, tu verras toujours des gens leur donner quelque chose, tu vois, à manger ou de l'argent, de l'eau, enfin voilà. Mais tu vois, en Europe, si tu vois un mec se balader en sari, pieds nus, avec son pot, je suis pas sûr que les gens lui donnent quelque chose, tu vois. Parce que c'est pas inscrit dans notre culture aussi. C'est plus compliqué. Ben, je me rappelle à Bénarès, enfin, il y en a dans plein d'endroits, mais que les sadhus, c'est vraiment quelque chose qui est Ouais. instauré, C'est quoi. Enfin, oui, ça fait partie de la société. Alors que c'est ça qui est paradoxal, en fait, c'est que il s'exclut de la société, mais en même temps, il reste intégré dedans. Enfin, il y a quelque chose c'est tout un système, quoi. Mais donc, la vie spirituelle, je pense ouais, elle est pas vue de la même façon. Donc, et même, d'ailleurs, c'est si je me rappelle bien,
dans l'hindouisme, en fait, le stade le plus haut, c'est le brahmanisme. Mais le brahman, une fois qu'il a accompli toutes ses obligations sociales, qu'il a élevé sa famille, en fait, il redevient renonçant, enfin, ou mendiant. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais. En fait, après être arrivé au sommet de la société, l'aboutissement vraiment du cycle, c'est de redevenir mendiant et ascète, quoi. C'est ça. Donc effectivement, moi je trouve ça magnifique, hein, ça m'a toujours fasciné depuis que je m'intéresse à ça. Mais la transposition est un petit peu difficile, enfin comme projet d'avenir, c'est pas forcément très vendeur. Mais par exemple sur la chasteté, comment toi tu transposerais ça à notre époque moderne? Alors du coup dans l'épisode que j'avais fait sur les yamas, j'avais fait des recherches qui étaient intéressantes parce que on parle de chasteté, mais même au niveau, enfin, tu vois, j'ai reçu une éducation chrétienne, donc du coup, j'ai un petit peu creusé de ce côté-là sur ce qu'était la chasteté. Et chasteté, ça veut pas dire abstinence non plus, mais aujourd'hui, ça serait peut-être plus comment dire, en fait, c'est toujours être dans le respect de l'autre. Tu vois, tu peux avoir des relations sexuelles avec une personne, mais toujours dans le respect de l'autre, sans forcément chercher à la blesser. Donc, par exemple, la chasteté, ça peut se traduire par éviter, on va dire, l'adultère ou le mensonge ou des choses comme ça, quoi. Après, je sais, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, mais il n'y a pas de on va dire, il n'y a pas de lien avec l'abstinence, tu vois. Je pense que c'est toujours, pour moi, ce que j'ai retenu de la chasteté, c'est le respect de l'autre, toujours. Le respect du partenaire. Et le respect de soi. Qui est un peu aussi, une base, hein, mais... Ah bah oui, le respect de soi, ouais. Le respect de soi et le respect de son ou sa partenaire. Donc ouais, c'est en fait où on va chercher à préserver à la fois l'intégrité de l'autre et son intégrité, quoi. Ça pourrait être ça, une sexualité plus consciente, disons, que ce qu'on peut, ce à quoi on peut être confronté de nos jours. Oui. C'est surtout ça, parce que de toute façon, enfin, l'abstinence, c'est quand même, enfin, c'est quand même quelque chose de quand même, enfin, c'est vraiment, je sais pas, j'ai pas envie de dire faut le vouloir, mais c'est quand on est jeune, c'est pas évident quoi, de se dire bah tiens. Non, effectivement. Ouais. Non mais tu vois, oui, je t'imagines vois. Après, à 25 ans, ça peut être un choix. Enfin, moi, je connais des personnes qui choisissent ça peut être volontairement de faire des pauses. Et peut-être qu'il y a quelque chose de bénéfique qui peut sortir de ça, mais effectivement, encore une fois, c'est un choix très personnel et c'est pas forcément ce qu'il faut mettre en avant tout de suite, quoi. Et même, tu vois, tu parles de personnes qui décident de faire une pause, c'est peut-être elles font une pause parce qu'il y a eu des expériences qui les ont blessées ou qui ont mené à une certaine lassitude et qui se sont dit bon bah là je fais une pause, tu vois. Donc, mais on va dire quand on est jeune, on a quand même ces pulsions, on va dire, cette envie de découvrir le corps de l'autre pour être politiquement correct. Je pense que quand tu veux vraiment être dans la chasteté, ça veut dire que tu marches vraiment sur un chemin qui est très, qui est très religieux et que tu fais ce vœu finalement. Et là après, c'est une voie qui est complètement différente. Mais si t'es un peu monsieur et madame tout le monde et que tu rentres dans un cours de yoga et qu'on te dit il faut faire preuve de chasteté, je pense que tu perds les 3/4 de tes élèves ou tu finis avec une salle vide, quoi. Tu vois? Oui. Effectivement. Mais donc il y a des notions qui peuvent être un peu difficiles à comprendre ou galvaudées. Tu avais évoqué la non-violence tout à l'heure, et ça je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, comme sur la chasteté en fait, comment tu pourrais discuter cette notion-là? J'ai envie de dire que la non-violence c'est quand même de quelque chose d'extrêmement compliqué. Dans le sens où alors dans les Yoga Sutras, la non-violence est inscrite dans les yamas, donc ça veut dire le rapport à l'autre. Donc quand on parle de non-violence, c'est je pense qu'il n'y a qu'un seul mot qui peut pour moi qui résume bien la non-violence, c'est le respect de l'autre. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Je pense pas qu'on puisse aimer tout le monde. Enfin, on peut, mais c'est quand même compliqué d'aimer tout le monde. Mais au moins le respecter, c'est déjà ça. Respecter l'autre, se respecter soi-même. Donc ça veut dire,
Quand on dit faire preuve de non-violence, c'est vraiment s'écouter, euh, écouter ses émotions, écouter ses besoins et les respecter. Et aussi, c'est respecter l'autre. Tu vois, c'est au moins l'écouter. Tu vois, forcément, l'autre ne sera pas toujours d'accord avec toi, mais c'est tendre l'oreille et écouter. Tu vois, juste ça. C'est déjà bien, hein, c'est déjà pas mal. Mais c'est compliqué parce que comment la non-violence, ça veut dire comment gérer des émotions comme la colère, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose. C'est pas simple, la colère. Pour peu qu'une personne t'envoie des propos très blessants, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu répliques avec des propos tout aussi blessants? Est-ce que tu lèves la voix, tu lui cries dessus, ou est-ce que tu vas tendre l'autre joue? Tu vois? C'est Est-ce que la non-violence, c'est accepter la violence de l'autre? Tu vois? Voilà, c'est Parce justement, qu'on c'est pour ça que c'est, alors que ça paraît très évident et que c'est une notion, là, pour le coup, qui est beaucoup plus souvent que la chasteté évoquée dans les cours de yoga, il y a un côté un peu consensuel, mou, qui me paraît pas adapté à la vie de tous Ouais, les jours, quoi. Je suis Et d'accord. C'est trop idéalisé, quoi. c'est ça. Alors que ça a l'air sympa, hein, comme ça, hein, mais en fait, dans la vie, il y a effectivement. C'est vraiment c'est intéressant que tu aies parlé à la fois de ça et de la chasteté, quoi. Enfin, c'est le respect de l'autre, certes, mais il y a le respect de soi aussi. Enfin, c'est une sorte de double mouvement. Et pour la non-violence, il y avait un prof d'arts martiaux qui disait un truc intéressant, je trouve, qui résume bien. C'est une bonne proposition. C'est un peu, lui, il expliquait ça pour définir le non-agir. Il disait, mais c'est ne pas se battre et ne pas subir. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux, où Ouais. être non-violent, c'est pas tout accepter. Et je pense d'ailleurs que enfin moi j'ai passé un peu de temps en Inde, euh, mais c'est un pays super dur, quoi. Enfin, j'ai voyagé dans plein de pays depuis que je suis petit, dans des pays pauvres et durs, mais il y a aucun pays qui m'ont fait le même effet que l'Inde, quoi. Il y a une sorte d'intensité de la vie, donc c'est pas le pays de Candy et tout le monde n'est pas gentil et tout le monde n'est pas doux, Ah non. donc Tu sais que c'est un des pays, il fait partie des 3 pays les plus difficiles pour les femmes, hein. Donc, tu vois, c'est même l'Inde finalement, tu vois, t'en parles. Même l'Inde est très idéalisée par les Occidentaux, quoi. C'est le grand pays de la spiritualité, le grand pays du yoga, mais franchement, en toute honnêteté, j'aimerais pas être un Indien, quoi. Et encore moins une Indienne. Parce que c'est que franchement, avec le système de caste qui est assez enfermant, la condition de la femme qui est absolument catastrophique, enfin, c'est super dur, quoi. Comme tu dis, c'est super dur. Et moi, quand je vois un peu les Occidentaux qui appellent, qui nomment le yoga Mother, non, l'Inde Mother India, et tout va bien, et on va aller en Inde, ça fait... je trouve que c'est trop. Il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a quelque chose qui me dérange profondément. Il y a une sorte de déni où on ferme les yeux sur ces conditions-là, quoi. Tu vois, c'est même sur la fameuse journée internationale du yoga, quoi. Ça a quand même été mis en place par un gouvernement qui est nationaliste, donc et qui fait du yoga une arme politique. Mais nationaliste, je sais c'est-à-dire pas, il y que a donc ils sont hindous, extrémistes, c'est ça? C'est ça, c'est des hindous extrémistes. Et par exemple, quand je suis allé en Inde, on nous avait expliqué que dans les écoles, dans beaucoup d'écoles maintenant, on imposait aux enfants de faire la salutation au soleil, tu vois. Mais dans ces classes, tu as des hindous et il y a aussi des musulmans. Mais les musulmans font pas la salutation au soleil, donc tu peux pas leur imposer ça, quoi. Et pourtant, on leur impose de faire la salutation au soleil, quoi. Donc ça devient Et ouais du coup, le yoga devient, un outil d'influence ça devient un pour outil les hindous politique. extrémistes contre les musulmans notamment, ouais. Ok, C'est ça. donc Et nous, de notre côté, on voit ça. Ah, l'Inde, c'est beau, c'est le grand pays de la spiritualité. Mais une fois qu'on a les pieds dedans, on se prend une grosse claque. Sauf si on décide d'aller dans un ashram et de s'isoler pour faire que du yoga et de rentrer après chez soi. Mais du coup, on voit pas la réalité du pays, quoi.
juste une facette en fait. Et on reste un petit peu, enfin, en voulant se rapprocher de la réalité, on rate quelque chose. Ok, et bah écoute, donc ouais, je pense que ta démarche, elle m'a vraiment intéressé parce que à la fois, tu avais la volonté de te rapprocher de la tradition et des textes anciens et de même d'une pratique très traditionnelle, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques différentes et très très modernes qui existent. Mais en même temps, moi, je trouve ta démarche intéressante aussi parce qu'il y a cette volonté d'adapter ça au monde moderne et de discuter des idées et des principes, de pas tout prendre au pied de la lettre et de voir comment ça peut nous intéresser, enfin comment ça peut nous intéresser et s'appliquer à notre vie quotidienne quoi. Ouais. Donc je te remercie beaucoup et je voulais savoir si tu avais une recommandation pour nos auditeurs. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une pratique, je sais pas, quelque chose avec quoi ils peuvent repartir aujourd'hui pour améliorer leur quotidien. Ah bah, alors, comme on parle de connaissances, enfin, je vais faire mon, c'est plutôt un livre. Je vais plutôt recommander un livre qui vient de sortir en plus, qui est sorti en fin d'année 2021. Ça s'appelle Yoga, l'encyclopédie. Euh, alors c'est un gros pavé, hein, puisque c'est une encyclopédie. C'est sorti aux éditions Albin Michel. C'est sous la direction d'Isée Tardant-Masquelier, donc qui est quand même une grosse pointure dans le monde du yoga français. Et ce qui est intéressant, c'est donc voilà, pour cette encyclopédie, elle a fait appel à plusieurs chercheurs de nationalités différentes pour rédiger, on va dire, des articles dans l'encyclopédie. Donc, on démarre de l'histoire de l'Inde, donc vraiment les prémices du yoga, jusqu'à notre époque, avec des articles vachement intéressants. Par exemple, le yoga à l'ère du numérique, tu vois, la relation maître-élève aujourd'hui. Il parle aussi de ces gourous en fait qui ont un petit peu dépassé les bornes qu'on a souvent, qu'on a accusé par exemple d'attouchement, de viol sur des élèves. Donc tout est brassé en fait, tout est. Enfin, pour ceux qui sont intéressés par la philosophie, ils vont y trouver leur bonheur. Et il y a aussi ce côté actuel qui pose des questions en fait. Notamment un dernier article, quel est l'avenir du yoga finalement? L'avenir du yoga, le lien entre l'Occident et l'Orient, l'ère du numérique, tu vois, avec l'arrivée de la crise sanitaire et les confinements, il y a eu un gros changement dans le paysage du yoga, quoi. On est tous passés, on est quand même tous passés derrière nos écrans pendant une certaine période pour pratiquer avec son ou sa professeure, quoi. Donc c'est un très gros livre, mais qui va se lire sur une très longue période, qu'il faut prendre et voilà, lire les articles qui nous intéressent et y revenir plusieurs fois. Mais je pense qu'avec ce livre-là, enfin, quasiment tout y est, quoi. C'est une vraie mine d'or et ça serait, voilà, je recommande au lecteur parce qu'il y a un travail monumental qui est effectué derrière. Donc, euh, donc voilà, je recommande vivement ce livre. Super, bah merci beaucoup Ben. Et alors toi, si on veut en savoir plus sur ton travail, si on veut écouter ton podcast ou pratiquer avec toi, comment on peut faire? Déjà, alors pour écouter mon podcast, c'est simple, il est présent sur toutes les plateformes. Après, je suis très accessible pour discuter avec les auditeurs sur les réseaux sociaux. Pour pratiquer avec moi, il va falloir encore attendre un petit peu. Ah là là, Euh, ça fait monter la pression quoi. On a envie. ouais. Je vais d'abord passer mes tests et finir, on va dire, une partie de ma formation pour pouvoir me sentir prêt. Donc voilà, pour l'instant, je suis surtout visible sur les réseaux sociaux et on peut m'écouter sur les différentes plateformes. Puis il y a de quoi m'écouter, il y a quand même 10 heures, une dizaine d'heures de contenu. Donc, euh, donc voilà. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup d'être venu Ben. Merci pour cette conversation Merci à toi, Adrien. et bravo pour ton Merci travail. beaucoup, Adrien. Voilà. Et donc on suivra la deuxième saison de La Voix d'un Yogi avec plaisir. Merci et puis bonne continuation pour ton podcast de la tête aux pieds. Je vous souhaite Et bon beaucoup de courage pour les réussite. tests. Et on se retrouve la semaine prochaine Merci. pour un nouvel épisode. Salut à tous. À l'issue de notre conversation avec Ben,
je comprends qu'il est important, à un moment ou à un autre de la pratique, de découvrir l'aspect plus traditionnel du yoga, de se familiariser avec sa terminologie, avec ses principes et ses textes fondateurs. Pourtant, il ne s'agit pas de suivre la tradition de manière rigide, aveugle, mais plutôt de l'utiliser comme un soutien dans le quotidien moderne. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.